bienvenue dans Come Together, saison 4, épisode 2. Come Together, c'est bien entendu l'émission des pros de la communication, proposée par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur. Et comme d'habitude, c'est diffusé ici, sur Campus Matin. Au programme de cet épisode, les actus com de l'ESR vous seront présentés par Émilie Broust, les grands dossiers de la presse vous seront décortiqués dans le kiosque, et enfin, nous finirons par le petit oral, une interview en visio d'une personnalité au cœur de l'actu. Et pour débuter tout de suite notre grand débat consacré à la formation des communicants. Dans un monde qui va vite, très vite, les techniques au service des communicants évoluent vite, encore plus vite. Pour rester compétitifs et pertinents, les communicants doivent donc se former en permanence, non seulement sur les techniques, mais également ils doivent s'adapter aux attentes changeantes des publics, des lycéens et des étudiants. Cela inclut donc l'acquisition de nouvelles compétences. Alors, faut-il se former ? À quel rythme se former et comment privilégier son organisme de formation? C'est ce que nous allons voir dans notre nouveau grand amphi. Jingle. Évolution rapide des technologies et des médias, avènement de la digitalisation des réseaux sociaux, des influenceurs, montée en puissance de l'IA, du big data, des algorithmes, impossible pour les communicants de rester dans le coup sans un update fréquent de leurs compétences. À l'arrivée, se former devient plus que nécessaire pour rester dans le coup, mais aussi monter en compétences et encadrer convenablement ces équipes com de plus en plus jeunes. Alors sur quoi se former en priorité et comment? C'est ce que nous allons essayer de déterminer avec nos invités. Tout d'abord, nous avons Franck Paquier, vous êtes vice-président Franck de la formation à l'ARCES et directeur de la communication à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour Franck. Bonjour. À vos côtés, nous avons la chance d'accueillir Laetitia Merciris, responsable de la communication digitale à l'université de PSL. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et enfin, de l'autre côté de la table, j'ai la chance d'accueillir Sophie Corbillet, directrice adjointe du CESA Formation tout au long de la vie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Come Together. Je le disais un petit peu en introduction, Franck, ça va vite, les techniques évoluent vite, les enjeux évoluent vite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour les communicants de se former souvent et dans de nombreux domaines ? Alors, je pense que ça l'a toujours été, mais ça l'est particulièrement effectivement à notre époque. Tout va de plus en plus vite. Les changements de technique, les changements d'usage aussi. Je pense alors dans l'ESR à nos étudiants, par exemple, qui utilisent des nouveaux outils, qui ont des nouveaux usages. Et il faut se mettre à la page aussi quand on est communicant pour savoir communiquer avec eux. Donc voilà, tous ces paramètres font que bien sûr la formation elle est nécessaire tout au long de sa carrière, tout au long de sa formation. Et on parlait de nécessité technique par rapport à l'avènement du digital, du numérique, mais également les publics changent vite, les populations que l'on veut séduire sont complexes. Et j'imagine que là encore, la formation a un rôle à jouer. Oui, ben c'est exactement ça. Il faut savoir leur parler, il faut pouvoir leur parler avec les outils qu'ils utilisent. Donc voilà, on doit progresser, connaître, avoir toujours un petit coup d'avance pour pouvoir être à la page. Et puis, sur un plan plus pragmatique, il faut aussi pouvoir utiliser les outils les plus adaptés. Alors, évidemment, je pense à l'IA, par exemple, en ce moment, qui fait partie des sujets, des thèmes sur lesquels on doit progresser, notamment dans les métiers de la communication, mais pas que. Donc, voilà. De l'autre côté, au CELSA, j'imagine que ce besoin se fait ressentir et qu'il doit y avoir une forte demande des professionnels pour venir suivre vos formations tout au long de la vie. Est-ce que vous sentez un frémissement ou même une tendance exponentielle ces dernières années ? Alors, on sent que le marché de la formation continue en communication, d'ailleurs, s'est beaucoup développé. Il y a effectivement, nous, on forme des gens, mais il y a d'autres instituts aussi, parfois privés, qui forment des gens. Donc, on sent globalement qu'il y a un désir et un besoin de formation qui est très, très fort. Au CELSA, on voit effectivement une demande croissante sur les thématiques que vous avez abordées d'entrée de jeu, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est numérique et IA générative notamment. Et puis, la question de la RSE. Alors, la question de la RSE, c'est à la fois ancien et nouveau, je dirais, parce que c'est quand même une thématique assez ancienne. Mais on est dans un nouveau contexte aujourd'hui, qu'on appelle souvent le contexte des transformations, des transitions, et qui vient transformer les organisations et donc transformer aussi les enjeux de la communication, à la fois pour être une communication responsable dans la manière de produire de la communication, et puis aussi pour accompagner les nouveaux enjeux des organisations, où il s'agit plus seulement de respecter les lois, mais d'être aussi en avant sur les transformations des modèles, des business models, etc. Donc avoir une vraie culture, une vraie sensibilité et une culture, pas uniquement sur l'aspect juridique. Non, exactement, c'est-à-dire de vraiment savoir les enjeux et comment pousser ces enjeux-là au sein des organisations. Est-ce que l'accélération
des enjeux, des technologies, l'accélération de leur changement fait que ça change aussi la typologie des gens qui viennent se former. En d'autres termes, est-ce qu'on vient se reformer de plus en plus jeune? Se reformer de plus en plus jeune, non, on ne voit pas ça. On a toujours eu un public très varié en formation continue. Alors, on a déjà différents formats, en général, on a différents formats. On a des formats plus longs, les masters, etc., où là, c'est vraiment, on revient et on peut être en reconversion. On a des formats courts. Alors, les formats courts qui sont ceux qu'on a avec l'ARCES, justement, c'est des formats où on vient alors soit monter en compétence vraiment sur quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'on est déjà un professionnel de la communication, on a besoin sur quelque chose de nouveau. Piqûre d'expertise supplémentaire dans un domaine Voilà. dans lequel on est déjà mais établi. on a besoin de monter parce que ça a évolué. Ça, c'est une tendance? C'est souvent le cas? Ah ouais, ça on le voit quand même beaucoup. Donc on reste dans son couloir de nage et on va chercher oui, mais le plus avec une produit? montée en compétence sur quelque chose de précis. On est d'accord. Et puis, au contraire, on vient se former sur quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on l'a pas, on travaille pas et qu'on bouge un peu dans l'organisation et qu'on a besoin, par exemple, sur la question de la marque. On a pas mal de communicants qui sont pas à l'aise là-dessus, qui peuvent venir nous voir pour des formations autour de la marque. On va reparler des générations. La valeur n'attend pas le nombre des années. Et vous, donc, vous avez déjà décidé de suivre une formation courte alors que vous êtes en début de carrière. Par rapport au senior que je suis, vous êtes en début de carrière, je vous confirme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le ressort qui vous a amené à PSL à opter pour une formation à ce stade de votre carrière? Alors déjà, moi, je m'occupe du digital et du coup, vraiment, dans le digital, et vous l'avez dit, les outils évoluent vraiment continuellement. Donc, il faut se former beaucoup. Et moi, j'ai vraiment eu un besoin précis de me former sur un outil technique, donc pour suivre du coup les tendances, donc notamment l'IA, etc. Et donc, moi, j'ai vraiment eu besoin de me former sur un outil très précis. Et du coup, la formation de l'ARCES a répondu à ce besoin. C'est une formation courte et c'est vrai que j'envisage de recommencer ce format au fur et à mesure de ma carrière. Donc vous avez décidé de vous rajouter une brique Illustrator, je crois, Tout à fait. et vous allez continuer dans ce sens-là. En fait, dans votre esprit, vous allez en permanence rajouter des briques à vos compétences. Exactement, tout à fait. Vous en sentez le besoin personnellement? C'est l'université qui vous pousse à ça? Quelle est la logique? C'est la peur d'être dépassé? Ou c'est l'envie, tout simplement? C'est un petit peu tout. L'envie, voilà, c'est aussi assez challengeant, donc moi c'est vrai que ça me plaît. Également de ne pas être dépassé, de rester au fait de ce qui se fait dans nos métiers. Et puis également l'université nous encourage à nous former, à vraiment explorer différents territoires. Et en digital, je pense qu'il est important de comprendre toutes les facettes du métier, donc que ce soit les outils ou les stratégies, etc. Franck, est-ce qu'on est dans une période où on va être en recherche de formation par rapport à une anxiété ou par rapport à une volonté, une appétence? On a l'impression, peut-être c'est un esprit vicié de ma part, mais qu'aujourd'hui, le monde fait qu'on a peur d'être dépassé et c'est là où vous essayez de répondre à la demande avec les formations de l'ARCES. Peur d'être dépassé. Alors, je ne sais pas si on a peur d'être dépassé. Je pense qu'on a plus conscience de l'évolution et de la rapidité à laquelle les choses évoluent. Donc, oui, peut-être qu'on est face à des générations aujourd'hui qui ont conscience que on n'est pas arrêté dans sa formation à un moment donné. Il faut continuer à se former tout au long de la vie. Voilà, ça paraît une évidence. On évolue, voilà. On a besoin d'évoluer. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des trends aujourd'hui? Alors, vous avez évidemment parlé, on a parlé déjà du big data, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a des choses qui ne se font plus, des formations qui ne sont plus sollicitées, et en revanche d'autres qui ont vraiment un très fort taux d'adhésion? Oui, avant juste de répondre à cette question, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je trouve qu'aussi il y a quelque chose de très positif dans cette formation tout au long de la vie. C'est pas seulement venir chercher des compétences sur des domaines sur lesquels on est un peu fragile ou sur lesquels on veut se développer, mais c'est aussi aller à la rencontre d'autres professionnels. C'est-à-dire que la formation tout au long de la vie, c'est aussi du partage de compétences, je dirais, au sein des formations, avec le formateur ou la formatrice évidemment, mais aussi entre personnes qui suivent la formation. C'est des gens qui viennent d'horizons différents et c'est des formations où on partage beaucoup l'expérience professionnelle et on se forme dans le partage d'expérience. Donc, c'est pas tant la question de la peur ou de l'anxiété, je trouve que c'est plutôt la motivation d'aller faire du réseau aussi métier, d'en discuter, et voilà.
Alors sur les formations, oui, il y a des formations on a arrêtées. On a d'ailleurs un comité de la formation, enfin un comité d'orientation de la formation. Le comité de la formation obsolète. Voilà, un petit peu, et des nouvelles formations où on travaille avec des professionnels qui sont nos professeurs associés, ce qui nous permet de voir un peu les tendances dans les métiers de la communication, de dire en fait ça, puis on le voit parce que c'est moins demandé, on arrête et puis on développe d'autres choses. Et dans les deux vraiment qu'on développe, c'est ce qu'on disait au départ, c'est vraiment les enjeux sur la RSE et les enjeux sur l'IA générative. Et ça demande aussi de la part des formateurs et de l'université de soi-même se former en fait, parce que c'est à la fois dans l'air et puis en même temps il faut être pro sur ces formations. Et l'avantage quand on est à l'université, c'est que surtout quand on est dans des grandes universités comme les nôtres qui sont des universités assez intégrées on va dire, c'est qu'on trouve des compétences. Donc nous par exemple il y a Sky qui est un institut de l'intelligence artificielle, on peut aller travailler avec eux par exemple pour monter une formation. On a monté une formation journalisme et IA en lien avec ce laboratoire de recherche qui est spécialisé là-dessus. Donc voilà. Franck, vous avez donc pris au sein de l'ARCES à bras-le-corps cette question de la formation et c'est une plus-value que l'ARCES essaye d'apporter à ses adhérents. Aujourd'hui, fort des besoins, vous avez décidé de développer une offre qui est adaptée aux acteurs de l'enseignement supérieur. J'aimerais que vous me racontiez, d'ailleurs, c'est une offre que vous avez fait en partie avec le catalogue, les catalogues du CELSA. Aujourd'hui, c'est quoi la dynamique de l'ARCES en termes de formation? Alors, effectivement, le modèle de l'ARCES a changé depuis un an. Aujourd'hui, on était historiquement l'association des responsables de communication de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on tend vers tous les métiers de la communication. On essaye d'être l'association qui représente tous les communicants de l'enseignement supérieur, donc pas seulement les responsables, mais aussi les graphistes, mais aussi les community managers, les journalistes, tous les métiers qui composent les équipes des directions de la communication. Donc évidemment, on essaye, enfin plus qu'essayer d'ailleurs, le catalogue s'adapte aussi à ce nouveau public et aujourd'hui, on offre des formations aussi bien plus stratégiques sur le brief stratégique, il y a des tas de sujets plus stratégiques, et aujourd'hui des formations plus techniques. On en parlait tout à l'heure, comme InDesign, par exemple, pour les graphistes, mais demain aussi pour, encore une fois, les community managers ou pour d'autres publics. Et là, le rôle de l'ARCES, c'est de proposer un catalogue et une tarification avantageuse pour ses membres. Alors, même si on ne fait pas de promo, c'est quand même intéressant de voir que vous avez contextualisé une possibilité de rendre ça compatible avec les agendas des communicants. Le rôle de l'ARCES, c'est effectivement de construire une offre qui soit adaptée à ses adhérents. On ne cherche pas, alors c'est pas un modèle, on est une association, donc on ne cherche pas à faire du bénéfice, on cherche à faire en sorte que tous nos adhérents puissent bénéficier de ces formations de la façon la plus large possible, ce qui fait effectivement que nous avons une offre attractive, puisque les prix du catalogue sont effectivement intéressants et calculés au plus juste pour pouvoir permettre d'ouvrir les formations à tous. Et il concerne tous les membres des équipes com. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté, c'est la très grande nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les établissements qui adhèrent à l'ARCES font profiter de l'adhésion à tous les membres des équipes de communication. Aujourd'hui, il y a un référent qui adhère. Il y a un membre de l'ARCES dans une université. Voilà. Il peut faire bénéficier à ses équipes. Toute son équipe. J'imagine, comme vous, pardon Laetitia, c'est le protocole qui a été suivi. Vous avez bénéficié d'une formation ARCES. Tout à fait. Et c'est très important pour toute l'équipe. Et puis c'est hyper intéressant pour nous. Quand on voit un sujet qui nous intéresse, on veut monter en compétences, on peut s'y inscrire. Je crois que ça renforce aussi cette idée dont on parlait tout à l'heure du réseau, du partage. Ce qui est important aujourd'hui, au-delà des formations, c'est aussi de rencontrer, de se confronter aussi aux problématiques que rencontrent nos collègues dans d'autres établissements. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des formations en présentiel. Alors, on développe aussi d'autres modèles de formation en distanciel. Avec le Covid, il faut le dire, on a pris des habitudes, et particulièrement peut-être de l'enseignement supérieur, avec les formations à distance. Ça existe, ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Nos adhérents sont sur tout le territoire, donc on ne peut pas faire venir toujours des personnes à Paris, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a des formations à distance. Vous voulez vraiment jouer le rôle de facilitant avec les formats, avec le catalogue et avec le fait de faire bénéficier à l'ensemble des équipes de... L'idée, c'est de nous adapter en
encore une fois, aux pratiques et comprendre et intégrer les difficultés qu'on peut rencontrer aussi parfois dans les équipes. C'est difficile de faire venir quelqu'un une journée sur Paris, donc voilà, les formations s'adaptent aussi de ce point de vue-là. Sophie, pardon, quels sont les freins aujourd'hui qui empêchent peut-être certains communicants à venir rejoindre vos formations ou d'autres? Est-ce qu'il y a un problème de culture de la formation tout au long de la vie en France? Est-ce que c'est les organisations qui ne libèrent pas? Est-ce que c'est un problème de financement? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut freiner le développement de ce besoin? J'ai pas le sentiment qu'il y ait des... Enfin, ce qui est important, c'est d'offrir des formats différents. Parce qu'effectivement, selon les moments, nous, on a des formats de 1 à 6 jours. C'est les formations courtes qu'on peut, entre autres, avoir avec l'ARCES, mais qu'on offre aussi, qui est ouvert, c'est notre catalogue ouvert au grand public, on pourrait dire. On a des formats 10 jours, qu'on appelle certificats, où là, alors là, c'est 10 jours sur 4 mois, c'est une autre démarche, et c'est des gens qui sont plus en réflexivité avec la partie théorique, qui est aussi propre de l'enseignement supérieur, des métiers de la recherche qu'on peut offrir dans ces formations. Et donc là, c'est 10 jours, mais c'est 2 jours par mois. Et alors, c'est aussi un moment que s'offrent les professionnels. Je dis un peu s'offrent, parce que c'est en partie payé parfois, il y a plusieurs modes de financement, il y a quand même des modes de financement, donc c'est... Mais c'est un moment important. Puis il y a des formations d'1 an, alors à temps partiel en général, où là, c'est une autre démarche de reconversion, etc. Donc ce qui est important, c'est d'offrir une palette de formats. Ce qui peut aussi être un frein, c'est bien sûr la question du financement. Qui est compliqué certainement dans les années à venir, et aussi peut-être la question tout simplement du temps. Même une formation courte, c'est ce que vous disiez, en fait 2 jours ça ne semble pas beaucoup, mais en fait c'est beaucoup de donner 2 jours pour la formation alors que c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut aussi que dans les organisations, il y a cette idée de donner du temps un peu pour prendre du recul. Et est-ce qu'on est dans un moment, dans un temps, dans une période où les organisations elles comprennent ça? Est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de faire du prosélytisme pour expliquer que leurs communicants... vous êtes à la tête d'un service com, donc vous allez être prosélyte, mais... On fait la pédagogie, plus que du prosélytisme, c'est de la pédagogie. Mais je pense oui, il y a encore besoin, je pense, de faire de la pédagogie autour de la formation. On n'aime pas trop que ces salariés ils aillent passer 2 jours en formation. C'est pas toujours vécu comme une plus-value, c'est parfois vécu comme une perte de temps pour l'organisation. C'est mal compris. Oui. C'est mal compris. Oui, c'est mal compris, certainement. Donc on a besoin, encore une fois, de faire de la pédagogie et de montrer tout l'intérêt qu'on peut avoir à faire des formations. Dans les services, honnêtement, dans la direction de la communication, je pense que c'est plutôt bien compris. Plutôt bien compris. On n'a pas ce problème. Ouais. Et ça demande aussi un accompagnement particulier. Nous, on a un service à l'université, mais on trouve ça dans toutes les grandes universités. C'est un service qui prend du temps avec les personnes qui cherchent à se former. Quelle est la meilleure formation, selon le parcours, selon le projet. Donc ça demande aussi du temps pour discuter avec les personnes pour trouver la meilleure formation. Vous, ça a été la plus-value, elle a été sur une formation très courte. Est-ce que c'est pas gadget? Je veux volontairement être provocant. Formation, une journée, une demi-journée? 2 jours. 2 jours. Bon, 2 jours, c'est court quand même pour acquérir des compétences. C'est bénéfique ou c'est gadget? Non, c'est bénéfique. Moi, j'avais un besoin précis, donc du coup, ça a répondu à mon besoin. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu la mettre en œuvre, du coup, tout de suite après la formation. Donc moi, ça a été vraiment bénéfique. Vous évoquez la question de la reconversion. Là, on parlait de piqûres, de compétences, d'expertise que l'on va rajouter à son CV. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu de la reconversion est au centre du jeu et de plus en plus de communicants cherchent non seulement une brique, mais un virage, parce que le temps a passé, que les métiers ont changé? Je dirais plutôt qu'on a des gens qui sont proches de métiers de la communication, qui souhaitent aller vers la communication. Donc c'est là où on a de la reconversion. Et cette reconversion-là, elle existe dans les dispositifs de financement. Se reconvertir, c'est quelque chose qui est encouragé aujourd'hui. Et ça demande vraiment de préparer très en amont et de préparer avec le service de formation auquel vous adressez, vraiment de préparer en amont parce que c'est demandeur de temps, c'est demandeur d'argent, et puis il faut préparer dans les relations professionnelles. Alors c'est vrai qu'au CELSA, on a un grand réseau de professionnels de la communication, donc ça fait partie de la formation, et ils sont préparés pour ensuite faire un pas de côté dans les métiers. Et puis après, il y a d'autres conversions. Nous, en intra, c'est aussi formation intra, c'est des formations qu'on construit pour une entreprise. On travaille par exemple avec EDF. Et EDF, ils ont tout un projet qu'on accompagne depuis 2 ans de reconversion vers le métier de chargé de communication.
communication. Donc des gens qui ne sont pas communicants aujourd'hui chez EDF. Et donc ça, c'est super chouette de voir une organisation qui propose une nouvelle filière, en fait, voilà, pour... voilà. Donc, Une université pourrait prévoir ça pour d'autres personnes dans d'autres services, pour les amener à renforcer vos équipes. C'est vrai. Alors, c'est pas l'objet de l'ARCES, en l'occurrence, au contraire, mais on est un peu dans cette logique, nous, plus de spécialisation. L'intérêt de passer par une formation au catalogue de l'ARCES, je prêche pour ma paroisse, en relation, bien sûr, avec les organismes de formation, c'est que justement, toutes ces formations sont repensées avec l'angle ESR. L'idée, c'est que, justement, on ne fait pas une formation pour faire de la formation. Même quand on fait une formation de 2 jours avec des outils, sur des outils techniques, que ce soit InDesign, Photoshop, Illustrator, on les pense aussi avec cet angle ESR. Quelles sont les campagnes qui sont faites, par exemple, dans l'ESR. Enfin, on essaye toujours, on rencontre les formateurs avant de dispenser les formations pour essayer de voir avec eux quels sont les bons exemples aussi à traiter, voilà, pour la personnaliser. C'est très important. On va arriver à la conclusion de ce débat. Peut-être un tour de table. Qu'est-ce qui manque encore au monde de la formation pour être encore plus en adéquation avec les besoins des professionnels de la com ? Ce qui manque, alors là je prends ma casquette plus de directeur de la communication, ce qui manque parfois malheureusement c'est les budgets, enfin, c'est plus les moyens pour pouvoir, les financements. D'où l'importance d'avoir des formations, et là je prends ma casquette ARCES qui sont les plus avantageuses possibles, mais c'est vrai que voilà, bon, ça peut être un frein, on va dire, en tout cas à la formation. Mais sinon, non, je pense que l'offre de formation elle est très grande vraiment sur le marché, donc formez-vous tout au long de votre vie, formez-vous. Sophie, si vous aviez une baguette magique pour améliorer les choses, vous changeriez quoi aujourd'hui dans le monde de la formation et dans la réponse aux besoins ? Il y a la question effectivement des financements, nous on le voit quand on accompagne des gens qui viennent chez nous, et puis le temps, voilà, donner aussi du temps. Laisser du temps aux gens pour monter en compétences. Voilà. C'est ça le message ? Oui, tout à fait. Vous allez reprendre du temps parce que vous allez continuer. Tout à fait. Vous avez prévu de faire ça encore, donc sur d'autres outils ? C'est ça, sur InDesign, à peu près une fois par an, sur d'autres outils ou d'autres points à développer ou à enrichir. Et vous pensez qu'une carrière se construit comme ça, avec chaque année des compétences en plus ? Voilà, on ajoute un petit peu de baguette magique. En espérant que vous donnerez envie à d'autres communicants comme vous de se former. Merci beaucoup, Franck, Laetitia, Sophie, d'avoir joué le rôle de ce débat. Et je vais lancer tout de suite la deuxième rubrique de cette émission. Ce sont les Actu-Com de l'ESR présentés par Émilie Broust. Et c'est tout de suite Jingle. Pour commencer, je vous souhaite une belle année 2025. C'est la période des vœux, mais également celle des JPO, qui s'annoncent déjà sur les réseaux sociaux des ESR, et dans des styles très différents, avec des cartons pour Centrale Lille, avec de l'humour pour l'ISC Paris. Les filles, regardez, des personnes qui ne sont toujours pas inscrites à la journée porte ouverte de l'ISC Paris. En mode fashion victime à l'Université de la Sorbonne. Ou en format JT au CESI. Je représente l'aspect ingénieur industriel, donc si vous avez des questions, c'est à moi que vous allez les poser. Mais celle qui se lance encore cette année dans une véritable campagne de communication pour annoncer sa JPO du 1er février, c'est l'Université d'Évry-Paris-Saclay. Une campagne qui se veut authentique et humaine, mettant à l'honneur 5 étudiants et alumni aux visages et parcours inspirants. Suite à un casting organisé par l'école, 5 d'entre eux ont accepté de prêter leur visage et leur voix, de partager leur parcours et leurs aspirations, leurs expériences dans une série de vidéos et de mettre en avant les valeurs de l'université. L'université reproduit ce qu'elle avait déjà réalisé l'an dernier, une campagne cross-média d'envergure et multi-support dans les transports en commun, à la radio, sur les réseaux sociaux, et qui avait porté ses fruits puisque plus de 4600 personnes s'étaient inscrites au JPO, soit 2500 personnes de plus que l'année précédente. Souhaitons-leur de nouveau un beau succès. Et une de plus. L'école polytechnique suspend son activité sur le réseau social X. Une décision qui concerne les comptes institutionnels de l'école et de ses filiales. Particulièrement attachée à l'intégrité de la démarche scientifique, l'école considère que les conditions d'une information fiable et éthique ne sont plus réunies sur la plateforme, devenue ainsi incompatible avec les valeurs de l'école. Une décision forte pour l'école qui comptait 60 000 abonnés et qui fait suite aux nombreuses autres universités et écoles qui ont déjà quitté X depuis son rachat par Elon Musk. À l'image de l'université Rennes 2, Aix-Marseille, Paris-Saclay ou encore Centrale Supélec. Beaucoup donnent rendez-vous aujourd'hui sur Facebook, Insta ou leur site et certains indiquent rejoindre Blue Sky. Quel sera l'impact de ce Mercato 2.0 ? Affaire à suivre.
Et pour finir, c'est le retour de la rubrique « Mon étudiant est une star » avec une belle couverture média pour l'Université Paris-Dauphine, grâce à Maude Leboeuf, la grande gagnante du concours Le meilleur pâtissier de M6. En parallèle, elle est entrepreneuse et étudiante dans l'incubateur de l'université. C'est donc une bonne opération, car le portrait mis en ligne par BFM a mis en avant l'accompagnement dont elle a bénéficié pour lancer son livre, gros succès dans les librairies, et une formation en ligne pour apprendre à pâtisser comme une chef. Alors, on regarde dans ses promotions si on n'a pas de star. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces actus. Presse Éducation, News Magazine, Presse Quotidienne Régionale, tout ce qui s'est dit dans l'ESR vous est décortiqué dans le kiosque. Et c'est maintenant, jingle. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter, je vous souhaite une très belle année 2025. Et pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose un petit récapitulatif des sujets ESR qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Et on commence tout de suite ce kiosque de l'ESR avec le dernier classement des écoles de commerce de Challenge. Du côté des écoles post-prépa, on garde le même trio de tête avec HEC Paris toujours en tête, mais petit changement derrière avec l'ESCP qui se classe à la 2e place au détriment de l'ESSEC désormais à la 3e place. Même constat pour les écoles post-bac avec les mêmes écoles que 2024 sur le podium, seule différence, Kedge BEP qui passe de la 2e à la 3e place. Aujourd'hui, les écoles de commerce comptent 11% de boursiers contre 37% au niveau national. Alors, comment les écoles s'engagent-elles pour lever les freins? Dans le dossier qui accompagne le classement de Challenge, la rédaction s'est intéressée aux différents dispositifs mis en place en école de commerce pour favoriser la diversité. Un article qui fait écho au nouveau palmarès créé par Challenge avec l'association Article 1, qui a par exemple donné le prix de coup de cœur du jury à l'ESSEC pour sa stratégie de repêchage à l'oral des candidats boursiers. On reste toujours dans le classement, mais cette fois-ci, on s'intéresse aux écoles d'ingénieurs avec le Figaro étudiant. Pour ce classement 2025 des écoles d'ingénieurs post-prépa, on retrouve un podium identique à l'édition 2024 avec l'école polytechnique, les Mines Paris PSL et Centrale Supélec. Côté post-bac, l'INSA Lyon conserve sa première place, tandis que l'ESILV gagne une place pour arriver sur la 2e marche, tout comme l'INSA Toulouse, qui complète le podium à la 3e place. Devenir ingénieur nucléaire? Il n'y a pas si longtemps, l'idée ne déplaçait pas des foules d'étudiants. Cependant, dans un article qui accompagne le classement du Figaro étudiant, on apprend que les formations d'ingénieurs nucléaires font désormais le plein en 2024. Alors, comment expliquer ce nouvel engouement pour ces filières? Élément de réponse dans cet article du journaliste Éloi Passot. C'est devenu l'un des marronniers du mois de décembre. Et non, je ne parle pas de Noël, mais de Parcoursup. Depuis le 18 décembre, la plateforme est ouverte et cette année, elle a été en partie refondue, comme le souligne la journaliste du Monde, Soazic Lenevé. La grande nouveauté, pour la première fois, les lycéens pourront évaluer leurs propres chances d'être admis dans chaque formation. Et ce n'est pas tout, je vous laisse le découvrir dans cet article du Monde. Pour ceux et celles qui sont déçus de leur choix sur Parcoursup, pas de panique, puisque de nombreux établissements proposent des rentrées décalées. Une solution idéale pour se réorienter sans perdre une année, comme en témoignent les nombreuses personnes interrogées pour cet article du Parisien étudiant. Le sujet est également abordé par l'étudiant, qui publie une liste de formations accessibles en rentrée décalée en ce moment même. École de commerce, école d'ingénieur, école spécialisée ou université, il y a des opportunités pour tous les profils. La Cour des comptes veut remettre à plat l'accès aux études de médecine. C'est le titre de cet article des Échos. Celui-ci résume le dernier rapport de la Cour des comptes pour qui le système mis en place depuis 2020 est trop complexe et devenu intenable. La Cour propose ainsi plusieurs pistes détaillées dans cet article de Solène Poulenec. Suivant le mouvement entamé par l'Université d'Angers à la rentrée 2023, plusieurs établissements d'enseignement supérieur expérimentent les congés menstruels. L'objectif, permettre à leurs étudiantes et membres du personnel de bénéficier en cas de règles douloureuses de quelques jours d'absence chaque année sans passer par la case médecin. Quel en est le bilan? Quelles sont les modalités d'application dans différents établissements? Réponse dans cet article de Campus Matin. Voilà, c'est la fin de ce premier kiosque de l'année. Rendez-vous en février pour un nouveau récapitulatif de l'actu ESR. À bientôt! Pour conclure chaque émission, nous recevons en visio un invité qui fait l'actu de la communication dans l'ESR. C'est dans le petit oral jingle. Et aujourd'hui, c'est Marie Renaudot, directrice adjointe de la communication à Aix-Marseille Université, que nous recevons. Marie, bonjour. Bonjour. Ah, vous me voyez? On se voit? On est connecté. On se voit. Je vous vois, je me vois. Tout va bien. Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez lancé une grande campagne marque employeur autour de l'université d'Aix-Marseille, l'AMU, pardon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette démarche? On a rarement vu une démarche de marque employeur d'une université, et en plus vous l'avez fait à Paris, ce qui était assez culotté. Tout à fait. Si vous en avez rarement vu, c'est parce qu'en fait, on est la première campagne marque employeur
Côté université, on a voulu, lancer cette campagne parce on est, dans un contexte de recrutement qui est, de plus en plus compétitif. Donc, on s'est lancé dans cette réflexion, assez ambitieuse, pour développer cette marque employeur avec, la direction de la communication et la direction des ressources humaines, pour faire valoir, justement la richesse des opportunités qu'on a, des métiers qu'on offre, la qualité de vie au travail qu'on peut avoir, et aussi la mission d'intérêt général où chacun peut contribuer finalement à la réussite de notre jeunesse, de nos étudiantes et étudiants et futurs, voilà, citoyens du monde. Donc c'était vraiment, le but de cette campagne, c'était de mettre en lumière, la diversité des métiers qu'on a, puisqu'on a plus de 260 métiers. Finalement, on est connu en tant qu'université pour, recruter, des étudiants, mais aussi des chercheurs. Mais en termes, d'emploi, c'est vrai que, on a un déficit d'attractivité, par rapport, voilà, à la fonction publique, aussi à la faiblesse des rémunérations indiciaires, des exigences aussi des candidats. Donc on fait face, enfin, on n'échappe pas en tout cas à un phénomène qui, touche, de nombreuses universités Et et on fait l'université face à des vrais voilà, est un organisme qui a besoin de recruter comme tout le monde. Donc, vous avez voilà, pris un pari exactement. de faire une communication marque employeur, ce que font les grandes entreprises généralement. Et alors, qu'est-ce que ça change dans la stratégie de le faire pour une université par rapport à ce que ferait Decathlon, Orange ou d'autres marques? Il faudrait que j'en cite une troisième, on va dire, Engie. Bah, ce qui change, c'est que nos emplois nos métiers sont peu connus. Et c'est vrai que, on a, besoin, en tout cas nous, de montrer, aux métiers, on va dire, du privé, à ce public-là, qu'on recrute pas que des professeurs, on recrute pas que des enseignants et des chercheurs, mais on recrute, de plein de métiers, qui, vont de celui de gestionnaire financier, à, Tout en gestionnaire y carrière, associant, j'imagine, la mission et les valeurs de la marque, parce que c'est là où vous avez quelque chose exactement. à dire, j'imagine. Exactement. Donc, on avait un besoin aussi, de promouvoir cette promesse, employeur. On l'a fait aussi dans un contexte où on a changé notre identité visuelle et on a fait une démarche, de travail, notre stratégie de marque justement. Donc on a, travaillé une plateforme de On les marque voit il à y a 2 l'image, ans là, en même et temps que vous ça parlez. faisait, voilà et ça faisait sens de continuer à développer, notre image de marque, mais cette fois image employeur, voilà, pour aussi nous inscrire dans la politique, de qualité de vie au travail, qualité de vie au travail qui est portée par le président, Éric Berton et sa gouvernance. Voilà, on a eu un soutien financier qui nous a permis de déployer, tous ces outils, toutes ces actions pour atteindre nos objectifs de recrutement et de visibilité. Un mot pour avoir une petite vision du déploiement que vous avez lancé, parce que là, on voit des campagnes d'affichage dans le métro parisien, on voit que vous avez bien élargi le scope de votre territoire pour communiquer sur cette campagne. Tout à fait. On a voulu, capter, l'attention, avoir une campagne un peu impertinente voilà, qui bat en brèche un peu les stéréotypes qu'on peut avoir, sur la fonction publique, sur l'université et on a, essayé, voilà, de capter un peu différemment notre cible et on s'affichait dans le métro parisien face à des annonceurs qui, ont l'habitude d'avoir, des campagnes, assez attractives, assez différenciantes. Donc on a voulu aller jouer, sur ces Et vous formats avez pris aussi. des risques, vous avez fait des pas de côté. On est loin on va dire, communication institutionnelle. On voit que vous avez vraiment fait le pari de l'attractivité. Tout à fait et d'ailleurs, ça se ressent dans les retours qu'on a eus sur la campagne, de l'interne puisque la campagne a été affichée en interne auprès de nos personnels, nos 8 000 personnels et aussi, du coup à l'externe où on a, eu des retours, sur le fait que, voilà, on a eu, des mots-clés de punchline bien pensées, drôles de campagne, une campagne avec un affichage décalé. Donc on est assez contents puisque le but c'était de faire parler de nous en tant que recruteurs et finalement, bah, ça a bien buzzé. Donc on est assez satisfaits. Bon, maintenant, la question qui tue, est-ce que les candidatures spontanées affluent depuis cette campagne? Du coup, maintenant, on a développé, pour nous aider justement à mieux recruter, on a développé un site carrière, qui, du coup, valorise, la culture d'AMU, et son histoire, nos valeurs aussi.
Ça permet d'attirer beaucoup plus de trafic sur notre site de recrutement qui est maillé du coup avec ce site carrière. Et on a doublé du coup les visites sur le site de recrutement et les candidatures. Donc on attend des résultats, on se laisse quelques mois encore pour analyser tout ça. On a lancé la campagne en septembre, mais on est en lien avec les directions des ressources humaines qui voient une vraie augmentation des candidatures. Ben écoutez, ça veut dire que ça a marché, que c'était qualitatif et que ça a marché. Donc une vraie promotion pour les métiers de la communication en tout cas. Merci beaucoup Marie d'avoir accepté notre interview en visio. Et bonne Avec continuation plaisir. et bon recrutement pour l'université Merci d'Aix-Marseille. beaucoup. Merci encore Marie. Merci beaucoup, au revoir. Il me reste à remercier mes invités en plateau, Franck, Laetitia, Sophie. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui parler de la formation dans Come Together. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Come Together. Ça sera l'épisode 3. À très vite. Bye bye. Ciao.